Bonjour à tous, je m'appelle Annika, je fais partie de l'équipe de Snakes for Nothing. Je faisais partie de celles qui rigolaient quand Marine parlait de Freud. Voilà, j'ai l'honneur d'introduire la carte blanche de Marielle Massé. Marielle Massé, que vous connaissez peut-être, qui est donc écrivaine, essayiste, chercheuse. Elle est directrice de recherche au CNRS et professeure de littérature à l'EHESS. Elle est également, elle a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2021. Elle a écrit un très bel ouvrage, à la fois poétique et politique, Nos cabanes, en 2019, qui déroule une réflexion sur toutes les formes de vivant, même celles qui ne parlent pas, puisqu'elle dit justement que nous n'avons pas trop l'habitude d'être à l'écoute des choses qui ne parlent pas. Et c'est bien là le problème, car il faut s'intéresser à toute forme de vivant. Son combat, donc, qui est à la fois poétique et politique, est à nouveau illustré dans un nouveau projet qui verra le jour en 2024, qui s'appelle Avenir, et qui est le pont à nouveau en plus entre un combat politique et une vraie volonté de création artistique, puisqu'il s'agit d'un navire qui a été développé avec des dizaines d'artistes, de designers, d'architectes, des groupes d'étudiants, avec un pôle d'exploration des ressources urbaines. Et ce navire aura le statut d'œuvre d'art. C'est un navire de sauvetage qui sera lancé en Méditerranée. Et grâce à son statut d'œuvre d'art, il sera juridiquement extrêmement bien protégé. Comme vous le disiez tout à l'heure Marine en introduction, c'est vrai que le navire de SOS Méditerranée a parfois été arrêté et a pu être attaqué et empêché. Ce nouveau pont entre la création et le combat politique permettra d'avoir ce navire Avenir qui naviguera en Méditerranée dès 2024, je crois. Voilà, je laisse la parole à Marielle Massé. Nous sommes très très heureuses d'ouvrir ce colloque avec sa carte blanche. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais préciser que ce projet du navire Avenir, il me dépasse très largement. Je suis une des petites fourmis qui convergent sur l'un des fils qui mène à ce groupe que vous connaissez peut-être et qui s'appelle le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, qui est mené par Sébastien Thierry et dont le premier président était Gilles Clément, il y a déjà plusieurs années. Et pour aujourd'hui, je suis venue vous parler de respiration. On en rêve plus que jamais, sans aucun doute, de respirer, sentir la grâce de l'air et la certitude de sa venue, souffler, aimer, sourire, respirer tout court. On n'a qu'à prononcer ce mot d'ailleurs, respirer, et c'est tout le paysage qui accourt, attirer, aspirer, espérer à l'appel de la langue. On avance dans un océan déjà élargi selon la marée légère des poumons. Les proches et les lointains s'ouvrent par bouffées d'air les plus petites portes du corps. On est comme au balcon de soi-même, et le dehors viendrait presque se blottir en vapeur dans la bouche. On en rêve plus que jamais, on s'en parle, parce qu'une atmosphère franchement irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. On manque d'oxygène, de santé, de paix, on manque de liens vrais, de justice et de joie. Et c'est presque devenu notre condition naturelle, la caractéristique d'environnement à peu près partout intoxiqué, notre condition politique aussi, traversée de violence et de mépris, notre condition sociale, ou nos conditions sociales plutôt, si différentes, dans un temps de sauvagerie du capital et de brutalité publique, et puis notre condition psychique même, l'essoufflement qui découle de nos si violentes fatigues, la tête dans le guidon, et de ce que ça coûte de s'ajuster à un monde en surchauffe, un monde où les crises se succèdent,
roule en avalanche sans laisser le temps de reprendre haleine et d'ouvrir franchement la fenêtre aux poumons. Et la respiration, en ce sens, ce serait déjà le répit. Pause, pousse, comme disent les enfants, on respire, on s'offre des brassées de survie et l'on tiendrait presque plus sur la qualité de son souffle que sur ses jambes. Et vous le savez, c'est en termes de respiration que se formule d'ailleurs aujourd'hui l'exigence de justice sociale, une exigence qui s'est redéclarée crûment à l'occasion d'une pandémie qui attaquait le système respiratoire et qui a accentué la distribution déjà très inégale des vulnérabilités. Et à quelques semaines de l'apparition du Covid, tout le monde le sait aussi, George Floyd mourait après avoir suffoqué plus de 8 minutes sous le genou d'un policier, « I can't breathe ». Et la protestation du corps privé d'air est devenue le symbole de la lutte contre des violences policières croissantes, contre un monde qui se brutalise et qui veut appuyer et s'appuyer sur nos fragilités, où respirer se donne donc comme le cœur même du vivre, de la vie qui palpite, son cœur à la fois organique et politique, et même son slogan. Affamée de respiration, j'ai trouvé dans un tout petit poème de Charles Pennequin cette proposition parfaite, cet encouragement, tenter d'être un respirant. Tenter d'être un respirant, c'est exactement ça. Non pas s'évertuer à respirer mieux, à respirer correctement, à respirer bien comme il faut, à percer les mystères d'un très intimidant art de respirer, comme s'il fallait se rééduquer et suivre la leçon, comme si nous étions incompétents en souffle, démunis, mal fichus et attendant un coach ou un correcteur. Il ne manquerait plus que ça en fait, devoir être performant jusque dans la respiration. Mais non, justement, tenter d'être un respirant, une respirante, une qui respire, et se dire qu'on est là pour ça, pour faire exister ça le plus possible, quitte à parler, penser, courir, espérer, très au-dessus de nos petits moyens pneumatiques. Il est temps d'affirmer, comme l'a fait Achille Mbembe au début de la pandémie, un droit universel à la respiration. Mais ce droit à la respiration, ce n'est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués, non, c'est le droit à une vie respirable, c'est-à-dire désirable, une vie qui vaut la peine, une vie à laquelle tenir. C'est le droit d'attendre beaucoup de la vie avec, auprès, parmi les autres. C'est l'espoir de fraterniser dans la respiration, l'espoir de détoxiquer nos quotidiens et de respirer enfin avec tout le monde, respirer avec, conspirer si l'on veut. Parce que pour respirer, en effet, il faut de l'air, mais il faut surtout une qualité de lien, de paysage, d'avenir, beaucoup d'autres personnes avec qui respirer, en qui espérer, et qui puissent se respirer en vous, tout un monde en fait. Car respirer, ce n'est pas seulement maintenir son souffle et nourrir son organisme comme s'il vivait d'une petite vie séparée. Non, c'est participer à ce qui existe et participer de ce qui existe. C'est prendre l'air, celui qu'il y a, et le redonner, changer au monde commun. C'est prendre part au vivre tout entier, donc y contribuer, et mieux ou pire, s'y compromettre, dans un échange qui tient très serré les fils nouant chacun de nos corps à l'état réel de nos milieux de vie, en sorte que chacune et chacun sent que par l'air qu'il expire en buée, en déchets, mais aussi en gestes, en actes et encore en phrases, il concourt à produire ce qu'on appelle l'air du temps. Et je dis en phrases parce que personnellement, c'est aussi le soin pris à la parole et à ce qu'on s'y réserve jour après jour les uns aux autres. C'est aussi ce soin-là qui me donne plus ou moins à respirer.
la façon dont la parole coule et se répand dans le monde fait ses lignes entre nous et avec tout le reste, contribue à mettre de l'air dans ce monde ou à le polluer encore un petit peu plus. C'est la parole qui me rend la vie plus ou moins respirable, c'est-à-dire très exactement plus ou moins fraternelle. Et j'aime me souvenir, avec la philologue que vous connaissez tous, Barbara Cassin, que la langue grecque appelait les vivants du beau mot de phos, qui venait de fuo, pousser, croître, comme fusis, la nature. Phos, un mot qui a un accent près, et quand les accents n'étaient pas fixés, désigne aussi la lumière et se rapporte au de l'expire, du bruit que fait l'air quand on parle, du souffle signifiant qui sort de la bouche qui parle, du dire donc fémi, où s'entend aussi le F du fari, du faliard, de la fabula, du souffle et du souffleur, et le H en pure expiration de l'ablage, phos, phota, donc les vivants, ces lumineux, ces allumés, ces souffleurs qui tiennent et qui se tiennent par la parole. C'est physiologique en fait, on parle en expirant, on parle en redonnant de l'air. Impossible de prononcer un mot sans exhaler en même temps. L'expiration voulue, c'est la condition de la voix, comme de la vie. L'expiration voulue, c'est-à-dire aussi la pensée expulsée, adressée, qui est de l'air structuré. Et d'ailleurs, toute action, tout effort, lui aussi, s'accomplit à l'expiration. On se lève, on soulève, on bouge, on chante, on lance, on projette en expirant. L'inspiration prépare les mouvements, in, et c'est l'expiration qui les propulse, out, et qui les porte au loin, tout devant. Et il est frappant, et il est beau, je crois, que toute l'animation humaine, que toute la participation humaine au monde est partie liée avec cet air qu'on relâche par les gestes, par la peau, par la bouche qui s'ouvre et parle, avec cet air qu'on donne au paysage et qu'on rend aux autres éprouvés, malaxés, transformés, plus encore qu'avec celui qu'on prend. Et en ce sens, ce n'est pas seulement qu'on doive respirer pour parler, c'est qu'on parle uniquement pour respirer. D'autres poètes l'ont dit avant moi. On se parle pour que ce soit respirable, en nous et tout autour, pour que ça le devienne. Mais la porte est étroite, parce que vous avez sûrement remarqué, le seul fait de dire notre grand besoin d'air, des fois ça nous suffoque. On s'époumonne à vouloir respirer, à avoir à le demander, et le rendez-vous de la parole, comme de la pensée, avec l'état intoxiqué du monde, suffit parfois à consumer les parlants. Ici comme ailleurs, et je pense à Elsa Dorlin, se défendre, c'est prendre le risque de s'épuiser encore un peu plus. Or, trouver à rendre les coups viendra forcément d'un corps vivant, c'est-à-dire d'un corps enfin respirant et qui cesse de s'abîmer. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait regarder le mouvement des Gilets jaunes ou les mobilisations actuelles. Les gens ont à faire entendre l'évidence de quotidiens asphyxiés, et parfois ils perdent beaucoup juste en se défendant contre la situation qui leur est faite. Ce que beaucoup ont gagné pourtant, c'est un certain goût définitif de l'action solidaire, c'est la conviction de l'importance de politiser leurs épuisements, et c'est une soif de la parole vraie, fraternellement échangée, la parole qu'on ne prend pas forcément pour apparaître, mais pour être vivant et le savoir. Être vivant et le savoir, c'était le titre d'un très beau film d'Alain Cavalier à un tout autre propos. Parce que oui, respirer, ce n'est pas seulement se sauver de la mort, c'est se sauver dans la vie. C'est un ami poète, Stéphane Bouquet, qui le dit comme ça. Se sauver dans la vie, comme si la vie était un pays à rejoindre, ou s'enfuir, ou se précipiter,
Pas exactement se protéger donc, mais protéger tout ce qui fera aimer la vie, ou en se protégeant, le protéger, comme sur les ades, dire ce qu'on doit absolument défendre pour défendre un amour de la vie. On parlerait, et même parler nous ferait respirer, même parler nous donnerait du souffle, du courage et du monde. Alors vas-y, comme tu as toujours fait, en 2 temps plus une pause, le temps de laisser venir le futur dans la bouche. Inspire, espère. Inspire, espère, c'est un vers de Zéno Bianu, et c'est pour dire que dans la respiration, il y a l'air qu'on reçoit et l'espoir qui en vient, ou qui devrait en venir, un accueil et un avenir, un appel et une délivrance sous le vent des paroles. Merci.